Petit Frac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Historica numéro 29, on va parler de la musique composée par Bear McCreary pour la saison 1 de Battlestar Galactica. Mais en fait, on va surtout parler de Bear McCreary lui-même, de ses techniques de travail et des circonstances complètement improbables qui ont fait que ce jeune homme se soit soudainement retrouvé à la tête de la musique de la série, qui est pratiquement aussi appréciée que la série elle-même. Allez, on perd pas de temps, décollage. Bon, pour remettre les événements dans leur contexte, je vais commencer par un très rapide résumé de ce qui s'était passé auparavant et que je vous avais déjà raconté en détail dans l'épisode Historica numéro 21. En 2003, pour la musique de la mini-série Battlestar Galactica en 2 parties, le réalisateur Michael Reimer a fait appel à Richard Gibbs, un ancien membre du groupe Oingo Boingo, ayant déjà travaillé pour Hollywood. Pour lui indiquer les sonorités qu'il recherche, Michael Reimer lui fait écouter les bandes originales des films La Dernière Tentation du Christ et Solaris pour le côté world music, ainsi que des percussions japonaises qu'on appelle taiko. Les instructions pour la musique de Battlestar Galactica sont simples: pas d'orchestre symphonique et pas de thèmes musicaux associés aux personnages. Pour s'aider dans sa tâche de composition de la musique de la mini-série en seulement 3 semaines, Richard Gibbs embauche le jeune Bear McCreary qui n'a que 24 ans et dont le CV ne comporte que quelques musiques composées pour des films d'étudiants. Quelque temps après la sortie de la mini-série, lorsque la série régulière Battlestar Galactica est enfin confirmée, la production refait logiquement appel à Richard Gibbs. Mais à la surprise générale, Richard Gibbs passe son tour car il a déjà beaucoup de travail pour le cinéma et celui-là ne lui laisse pas assez de temps pour travailler également pour la télévision. Donc la production se tourne vers celui qui reste, à savoir le jeune Bear McCreary qui a déjà coécrit quelques passages musicaux pour la mini-série avec Richard Gibbs. Voilà donc où on en était resté à la fin de notre épisode Historica numéro 21 que je vous invite à écouter ou réécouter pour tout savoir des influences et des instruments utilisés pour la musique de la mini-série de 2003. J'ajoute une info que j'ignorais à l'époque où j'ai écrit l'épisode Historica numéro 21. Il semble que lorsque la mini-série a été annoncée en 2003, Stu Phillips, le compositeur de la musique des séries originales de 1978 et 1980, s'était manifesté afin de tenter d'être embauché pour composer la musique du reboot, malgré le fait qu'il était âgé de plus de 73 ans à l'époque. Il ignorait certainement que la production souhaitait s'éloigner de la musique symphonique, donc sa proposition a été logiquement rejetée. J'ajoute aussi que pour la mini-série, Bear McCreary s'occupait principalement des percussions, tandis que Richard Gibbs s'occupait des thèmes musicaux. Mais au fait, qui est Bear McCreary ? Bear McCreary est né le 17 février 1979 aux États-Unis, ce qui fait que je n'ai que quelques mois de différence avec lui et ça me fait toujours bizarre, mais on s'en fout. Bear McCreary a été élevé par sa mère célibataire à Bellingham, dans l'État de Washington, soit seulement à 34 km de la frontière canadienne. Bien qu'étant située aux États-Unis, la ville de Bellingham est plus proche de la grande ville canadienne de Vancouver, qui est à 84 km au nord, que de Seattle, qui est à 140 km au sud. Sa mère se nomme Laura Kalpakian et elle a écrit une quinzaine d'ouvrages entre 1979 et 2019 qui sont principalement des mémoires, et sa famille est d'origine arménienne. Bear McCreary a un frère, Brendan McCreary, qui est également musicien, mais aussi chanteur dans le groupe Young Beautiful in a Hurry. Certains clips du groupe Young Beautiful in a Hurry ont d'ailleurs été réalisés par Bear McCreary. Et si ça vous intéresse, le clip du morceau Single Mothers, qui n'est pas réalisé par Bear McCreary, est dédié à leur mère et il contient de nombreuses photos de jeunesse des frères McCreary avec leur maman. C'est de la pop joyeuse et bien rythmée, c'est très sympa à écouter. Et si vous êtes fan de la musique de Battlestar Galactica, vous avez déjà entendu la voix de Brendan McCreary, tout à la fin de la saison 3. Réfléchissez 2 secondes, la fin de la saison 3, voilà, vraiment la toute fin, ça y est, vous l'avez ? Oui, c'est le morceau mythique auquel vous pensez, voilà, et c'est le frère de Bear McCreary qui chante dessus, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans ce podcast. Revenons à Bear McCreary. Il a appris à jouer du piano classique quand il était jeune et il a appris tout seul à jouer de l'accordéon. Il est un très grand admirateur du compositeur Elmer Bernstein avec qui il a eu la chance d'étudier pendant quelques temps.
Elmer Bernstein, c'est une légende d'Hollywood, avec près de 50 ans de carrière et des compositions pour plus de 150 films et plus de 80 programmes pour la télévision. Il a été récompensé d'un Oscar, de 7 Golden Globes et de 5 Grammy Awards. Parmi ses compositions les plus célèbres figurent les musiques des films Les 10 Commandements, Les 7 Mercenaires, La Grande Évasion, Les Nerfs à vif, mais il a également travaillé sur des comédies cultes comme American College, Y a-t-il un pilote dans l'avion, Les Blues Brothers, Un fauteuil pour deux ou mon favori, SOS Fantôme. Allez, je vous mets le début de son thème le plus légendaire, celui des 7 mercenaires qui date de 1960. Bear McCreary a donc réussi à devenir le protégé d'Elmer Bernstein et ils ont travaillé ensemble quelque temps. Puis son mentor l'a encouragé à poursuivre des études musicales. McCreary s'est donc inscrit à l'USC Thornton School of Music de Los Angeles et il en est ressorti diplômé en 2002, environ un an avant de commencer à travailler sur Battlestar Galactica en tant qu'assistant de Richard Gibbs. Le souhait du producteur David Icke pour la musique de Battlestar Galactica était surtout de s'éloigner des standards musicaux de Star Trek, exactement comme ce qu'avait réussi la musique de Blade Runner en 1982, à savoir s'éloigner drastiquement de la musique de Star Wars. C'est ce que dit David Icke en tout cas. Pour réussir ça, Richard Gibbs et Bear McCreary ont combiné des styles musicaux du monde entier, avec un orchestre occidental pour la bande originale de la mini-série. Et ils ont également opté pour des signatures rythmiques plus complexes que la signature traditionnelle en 4/4. Alors ça parlera surtout aux musiciens, mais en gros ça signifie que la signature 4/4, c'est quand on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a 4 temps par mesure. Mais il est tout à fait possible d'écrire de la musique avec des signatures rythmiques différentes, comme tout simplement 3 temps par mesure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et tout de suite, ça change la dynamique du morceau. Par exemple, pour la sonorité associée à numéro 6 dans la mini-série, Richard Gibbs a utilisé un ensemble gamelan indonésien sur une seule note et une signature rythmique en 9/8. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quelques extraits de la bande originale de la mini-série ont été réutilisés ici et là pendant la saison 1 de la série. Comme par exemple la piste 23 de la bande originale, Starbucks Recon, qu'on réentend tout à la fin de l'épisode 9 de la série, Le Retour d'Hélène.
Je vous ai dit que Richard Gibbs n'avait pas pu travailler sur la saison 1 de Battlestar Galactica et ce n'est pas tout à fait vrai. Car en vérité, il a d'abord travaillé sur les musiques des épisodes 2 et 3 de la saison 1 en compagnie de Bear McCreary avant de quitter complètement la production. Bien que ce soit son rêve depuis toujours, Bear McCreary est conscient qu'un jeune homme de 24 ans sans aucun crédit professionnel ne devrait pas être placé à la tête de la musique d'une série d'ampleur comme le reboot de Battlestar Galactica. Mais il accepte la proposition tout en étant conscient de la pression qui pèse sur ses épaules, car à la moindre erreur, il ne fait aucun doute qu'il sera immédiatement libéré de son contrat. Bear McCreary dispose en moyenne de 2 à 7 jours pour écrire et enregistrer la musique de chaque épisode. Après le départ de Richard Gibbs, son premier épisode composé complètement en solo est l'épisode 1 de la saison 1, le fameux épisode 33 minutes. Oui, ne soyez pas surpris, le travail ne s'est pas fait dans l'ordre des épisodes. Bear McCreary travaille surtout pour respecter la continuité avec la mini-série sortie l'année précédente. Donc il part sur une musique minimaliste avec uniquement quelques percussions taiko et juste quelques touches d'instruments venant du monde entier, à savoir des instruments à vent, un violon électrique et quelques voix. À ce moment-là, il pense que ce sera la formule qu'il utilisera pour toute la série et il travaille avec un orchestre réduit d'environ 9 à 10 personnes maximum. Il faut se rendre compte que les instructions qu'il avait pour travailler, ce n'était pas ce que les producteurs voulaient, c'était surtout ce que les producteurs ne voulaient pas, à savoir de la musique orchestrale. D'un côté, ça lui laissait un champ incroyablement libre, mais d'un autre côté, imaginez la difficulté de ne pas avoir de direction précise à suivre quand on est un jeune débutant comme ça. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la world music, c'était loin d'être évident pour le jeune compositeur, car c'était très éloigné de son style préféré et du style qu'il avait le plus étudié, à savoir, je vous le donne en mille, la musique orchestrale. Ses compositeurs de prédilection, ce sont Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein, John Williams ou Ennio Morricone avec leurs grands orchestres symphoniques. Mais la musique hyper minimaliste sur laquelle il travaille pour la série, c'est tout autre chose et ça lui impose d'oublier toutes ses bases théoriques et de travailler différemment. Pour appuyer un événement visible à l'écran, il ne peut jouer que sur l'intensité des percussions japonaises et pour créer des mélodies, au lieu d'un orchestre symphonique, il ne dispose que d'un violoniste et d'un joueur de doudouk, un instrument à vent traditionnel arménien que j'avais déjà évoqué dans l'épisode Historica numéro 21 et dont la sonorité est désormais indissociable de la musique de Battlestar Galactica. On entend bien que l'essentiel du travail se concentre sur les percussions, par exemple dans le morceau The Olympic Carrier, qui est présent sur la bande originale de la saison 1 de Battlestar Galactica et qui illustrait donc le premier épisode de la série. Ce sont les variations d'intensité des percussions qui rythment tout le morceau. Les autres instruments ne font que créer une nappe d'ambiance et le seul instrument qui se détache vraiment par moment, c'est le fameux doudouk. Et ce n'est qu'à la toute fin du morceau que des voix un peu éthérées viennent enrichir le tout. Je vous propose d'écouter ce titre en entier pour bien comprendre quelle a été la base de travail de Bear McCreary sur la série.
Je le répète, les instructions du producteur David Icke étaient claires dès le départ. Et Bear McCreary s'en souvient très bien. Pas de thèmes musicaux associés aux personnages. Ce que ça signifie, c'est qu'il ne faut surtout pas faire comme dans Star Wars, où Luke Skywalker, Yoda ou Dark Vador ont chacun leur thème musical qui retentit dès qu'ils apparaissent à l'écran. On appelle ça un leitmotiv. Et au départ, Bear McCreary respecte scrupuleusement cette interdiction. Il y fait très attention, mais il ne peut pas s'en empêcher. Au fil des épisodes, il y a des mélodies et des instruments similaires qui reviennent lorsque des situations similaires se représentent. Prenez par exemple ce morceau, qui est utilisé comme prologue pour chaque épisode et qui est très inspiré de ce que Richard Gibbs avait écrit pour la mini-série. Et concentrez-vous surtout sur la première note qu'on entend, ces petites percussions douces jouées par un gamelan indonésien. Je suis sûr que quand vous entendez ça, vous pensez immédiatement aux apparitions de numéro 6. Eh bien, c'est justement de ça dont je parle. En plus du prologue, Bear McCreary utilise aussi ce son pour illustrer les apparitions de numéro 6 aux côtés de Baltar, comme c'était déjà le cas dans la mini-série. Et tout doucement, cette mélodie devient un peu le thème de numéro 6. On retrouve la même logique sur le morceau Hello Rescued, qu'on entend pour la première fois lorsque la fausse Boomer vient sauver Hello sur Caprica. Voilà, ces quelques notes-là, Bear McCreary a eu envie de les réutiliser pour l'épisode 2 de la série, dans une scène avec Boomer. Mais du coup, il s'est dit que s'il les réutilisait, ça donnait un thème. Et il s'est dit que s'il demandait à David Icke s'il pouvait utiliser un thème pour Boomer, il allait se faire virer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réutilisé ce thème, mais sans rien dire à David Icke, en espérant qu'il ne remarque rien. Et le producteur n'a effectivement rien dit. Alors Bear McCreary a continué. Il a encore réutilisé ce thème, cette signature musicale si on veut, pour Boomer dans l'épisode 3, et ainsi de suite. Et au fait, juste pour souligner le travail qu'il y a derrière ces quelques notes, vous avez remarqué que le thème de Boomer est également joué par un gamelan indonésien ? Bah oui, c'est logique, vu que c'est une Cylon, comme numéro 6. Voilà le genre d'information qui peut aussi passer par la musique. Et notez que McCreary avait à l'origine voulu créer 2 thèmes distincts pour Boomer. Un pour la Boomer qui est sur le Galactica et un autre pour la fausse Boomer qui est sur Caprica. Mais il a fini par abandonner cette idée. En tout cas, vu que c'est finalement une construction musicale assez logique, on a progressivement des thèmes musicaux qui s'installent pour numéro 6, pour Boomer, et puis tant qu'on y est, on a un thème qui va doucement devenir associé à Starbuck au fil des saisons, et qu'on entend pour la première fois dans l'épisode 5, Crash sur la Lune, lorsqu'elle réussit à s'échapper de la Lune où elle s'était crashée. Oui, comme son nom l'indique. Puis qu'on réentend à la fin du même épisode dans une version plus douce lorsqu'Adama lui pardonne sa faute qui a conduit à la mort de Zack. C'est dans le morceau Forgiven sur la bande originale, ici joué au doudouk, mais ce thème reviendra de nombreuses fois dans la série et sera joué par beaucoup d'autres instruments au fil du temps. Écoutez.
La première fois où Bear McCreary a senti que la musique de Battlestar Galactica commençait à prendre plus d'ampleur qu'avec les instruments qu'il s'était autorisé au départ, c'est lorsqu'il a travaillé sur l'épisode 10, le minerai de Thilium, celui où Apollo doit se rendre seul en chasseur Viper pour détruire une exploitation de Thilium contrôlée par les Cylons. Comme son nom de famille ne l'indique pas, Bear McCreary est de descendance arménienne, et c'est probablement pour cette raison que le doudouk, cet instrument traditionnel arménien, est aussi présent dans ses compositions. Mais comme son nom l'indique, Bear McCreary est également de descendance écossaise et irlandaise, et dans cet épisode 10, il utilise pour la première fois des cornemuses et un tin whistle, qu'on appelle aussi une flûte irlandaise, qui est une petite flûte droite généralement en métal, qui est très associée à la musique traditionnelle des îles britanniques. C'est donc de cet héritage familial du compositeur que vient le morceau A Good Lighter qu'on entend lorsque le commandant Adama confie le briquet familial à son fils avant la mission. Puis on réentend cette mélodie et cette instrumentation introduite dans A Good Lighter à la fin du même épisode 10 lorsqu'Apollo revient victorieux de sa mission, cette fois enrichi de chants dans le morceau Wander My Friends.
Et bien entendu, comme vous l'avez compris, cette mélodie aux accents celtiques va doucement mais sûrement devenir le thème musical de la famille Adama. Il s'agit là des thèmes les plus flagrants et qui sont présents sur la bande originale de la saison 1. Mais d'autres personnages comme Halo, Apollo, Baltar, Laura Roslin ou Tyrol, ainsi qu'un thème qui illustre la relation entre Adama et le colonel Tai, commencent aussi à prendre forme et ils reviendront plus tard dans la série. Bear McCreary a un jour eu des sueurs froides lors d'une conversation avec le producteur David Icke au sujet du placement de la musique dans l'épisode 11 de la série La Fête coloniale. Il s'agit du moment où Halo découvre que sa Sharon est en fait une Cylon. David Icke indique à McCreary que c'est une scène très importante et que ça va demander du travail de bien retranscrire ce qu'il traverse par le biais de la musique. Icke demande alors à McCreary si ça ne serait pas un bon moment pour utiliser le thème musical de Boomer. Le compositeur est surpris par ce que vient de dire le producteur et il fait comme s'il savait pas de quoi il parle. Mais David Icke insiste, il lui dit « Mais si, le thème de Boomer, utilise-le ici ». Et Bear McCreary répond « Ah oui, bonne idée, mettons un thème ici ». Et en fait, c'est surtout là que le musicien a compris que son producteur s'était finalement habitué à l'idée des thèmes musicaux et que l'usage du mot thème était désormais autorisé. Le périmètre musical de la série a continué à grandir jusqu'à la toute fin, car pour les 2 épisodes finaux, Bear McCreary a amené un véritable orchestre à cordes pour le morceau culte Passacaglia qui introduit l'épisode 12 à la recherche de la Terre, partie 1.
Cette mélodie et cet ensemble orchestral reviennent ensuite à la fin de l'épisode suivant, l'épisode 13, À la recherche de la Terre, partie 2, dans le morceau The Shape of Things to Come, qui conclut la saison lors des visions de Baltar à l'opéra. C'est avec ces compositions orchestrales que Bear McCreary a compris que les règles qui avaient été fixées pour la mini-série étaient maintenant plus souples et qu'il avait la possibilité d'explorer d'autres pistes musicales. D'ailleurs, c'était très inhabituel, voire quasiment sans précédent, pour une série d'une chaîne du câble d'utiliser un orchestre, car en général, les budgets ne le permettaient pas. D'ailleurs, à l'origine, le budget prévu pour ces épisodes finaux ne permettait pas l'utilisation d'un orchestre aussi important. Mais cela montre aussi la confiance acquise par Bear McCreary au cours de cette saison, aussi bien envers lui-même qu'auprès de ses producteurs, car c'est lui qui a eu le courage d'aller les voir et de leur dire qu'un orchestre était la seule bonne manière de conclure la saison, musicalement parlant. Non seulement les producteurs ont cru en lui, mais ils ont défendu son idée en haut lieu et tout le monde a trouvé des moyens de réunir de l'argent trouvé à droite et à gauche pour permettre l'utilisation de cet orchestre. Pour être complet, n'oublions pas de rappeler que Bear McCreary a eu d'autres occasions de s'amuser à composer dans des styles différents au cours de la saison 1. Par exemple, le morceau d'opéra justement nommé Battlestar Operatica qui ouvrait l'épisode 9, Le Retour d'Hélène, dont je vous avais traduit les paroles chantées en italien dans notre épisode Analytica numéro 23 de ce podcast. Il illustrait les élucubrations de Baltar dans son laboratoire qui calculait le temps qu'il lui faudrait pour tester tous les membres de la flotte juste avant d'être interrompu par Starbuck pendant ses ébats virtuels avec numéro 6. Écoutez. Oh
Et puis il y avait également le morceau Battlestar Musactica qui illustrait une scène de l'épisode 11, la fête coloniale, lorsque la présidente Roslin a proposé à Baltar de devenir candidat à la vice-présidence pour contrer la candidature de Tom Zarek. La scène est décalée car elle se déroule dans les toilettes d'un bâtiment sur le vaisseau Cloud9 et la musique augmente ce décalage comique entre la discussion très sérieuse et le lieu improbable où elle se déroule. Grâce à sa légèreté, écoutez. Tiens, j'en profite pour relever le jeu de mots présent dans le titre Battlestar Musactica. La Musac, ça s'écrit M-U-Z-A-K, c'est un terme anglophone pour désigner ce que chez nous on appellerait de la musique d'ascenseur. Donc c'est de la musique complètement aseptisée qui est ou était généralement diffusée dans les galeries commerciales, dans les supermarchés, les salles d'attente, les cabines d'ascenseur dans les hôtels, d'où son nom, ou les lignes d'attente téléphoniques. Le mot Musac est un mot valise inventé en 1920 aux États-Unis par le général George Owen Squire lorsqu'il dépose un brevet pour diffuser de la musique en passant par les lignes électriques domestiques pour concurrencer la radio. Le mot Musac est l'association des mots music et de la sonorité de la marque Kodak parce que c'est un mot qui sonne bien et qu'on retient facilement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est comme ça aussi que le nom de la marque Kodak a été créé, a été inventé de toutes pièces. C'est juste parce que c'est un mot qui sonne bien et qu'on retient facilement. La société du général Squire prendra le nom de Musac Incorporated en 1934 et il va changer de cible parce que dans les années 30, la radio devient le canal principal pour écouter de la musique grand public. Le général Squire a perdu cette bataille, mais il croit toujours dans la diffusion de musique par les lignes électriques et il s'adresse cette fois à une clientèle professionnelle. C'est comme ça qu'il va entrer en contact avec les sociétés de gestion des gratte-ciel qui ont poussé comme des champignons dans les années 20. Et une chose en amenant une autre, la musique de la société Musac va commencer à être diffusée dans les ascenseurs de ces gratte-ciel. C'est donc de là que vient l'appellation Musac, qui est devenue un nom commun et qui désignait littéralement de la musique d'ascenseur à une époque, mais sans le côté péjoratif qui est venu ensuite. Tiens, tant qu'on y est, précisons que lorsqu'un nom propre devient un nom commun, on appelle ça une antonomase. Il y a beaucoup d'antonomases qui étaient à la base des noms de marques, mais dont on a oublié au fil du temps que c'était des marques qui parfois aujourd'hui n'existent plus, puisque ces mots sont utilisés désormais pour désigner des produits qui étaient vendus par ces marques, comme la Musac donc, mais aussi un frigidaire, un abribus, de la bétadine, un brumisateur, un caddie, un canadair, une cocotte minute, une fermeture éclair, un escalator, un Fenwick, un jacuzzi, un Karcher, un Kleenex, un pédalo, des boules Kies, une Micheline, du scotch, une mobilette, du sopalin, un taser, un Velux, un Zeppelin ou un Zodiac. Tout ça, à la base, c'était des noms de marques. Mais il existe plein d'autres antonomases dans la langue française. Moi, j'aime bien les noms des objets qui sont en fait les noms, parfois à peine modifiés, des inventeurs de ces projets. Mais on a souvent oublié l'existence de ces inventeurs à tel point qu'on a aujourd'hui du mal à s'imaginer que des gens s'appelaient vraiment comme ça. Bah oui, l'algorithme, le barème, la guillotine, la sauce béchamel, la tarte tatin, le calepin, le colt, le macadam, le carpaccio, le kir, la poubelle ou encore le sandwich portent en fait les noms de ceux qui les ont inventés. Et c'est aussi le cas de nombreuses unités de mesure dans le domaine de la physique comme les ampères, les volts, les watts, les ohms, les joules, les Tesla, les coulombs, les pascal, les hertz ou les newtons qui portent les noms de leurs inventeurs. Mais bref, on s'est un peu éloigné du sujet avec ces antonomases, c'est juste que je trouve ça rigolo. Revenons au parcours incroyable de Bear McCreary. Et il faut absolument qu'on parle un peu du fameux générique de Battlestar Galactica. Car pour la saison 1 de la série, il en existe deux versions.
J'en ai déjà un peu parlé dans d'autres épisodes du podcast, mais là je pense que ça va être plus clair parce qu'on va les écouter ensemble et surtout je vais vous expliquer le contexte. Il y a donc 2 versions du générique de la série. En fait, c'est surtout la première moitié du générique qui est différente alors que la seconde moitié est à peu près ou voire quasiment la même dans les 2 versions. Faut savoir qu'avant de quitter complètement la série, Richard Gibbs a écrit plusieurs propositions de thèmes pouvant faire office de générique de début. Et pour l'une de ces propositions, il a choisi d'ouvrir son générique par un mantra chanté en sanskrit par une voix féminine. Alors, je sais pas si vous en souvenez parce que c'était il y a longtemps, mais dans l'épisode Historica numéro 5 de ce podcast, je vous avais déjà traduit les paroles de ce mantra hindou. Il s'agit du mantra Gayatri, qui est extrait des Rig Veda, qui date d'environ 1000 ans avant notre ère et qui est généralement une sorte de prière adressée au soleil. Mais dans le contexte de Battlestar Galactica, il semble qu'on puisse l'interpréter comme une prière pour trouver le bon chemin, ce qui a du sens dans le contexte de la série. Donc voici à nouveau la traduction littérale, enfin plutôt une traduction de ces paroles, parce qu'en fait apparemment on peut traduire ça de plein de manières différentes, mais voilà. En tout cas, voici la traduction que je vous avais proposée à l'époque dans l'épisode Historica numéro 5, et donc c'est les paroles de ce mantra qu'on entend au début de chaque épisode. Om, cieux, terre et eau, que l'excellent soleil, brillant, divin et pieux, nous aide à méditer sur nos intellects galopants. Allez, on l'écoute ce générique en entier parce que c'est toujours un plaisir. Voilà, magnifique ce générique. Alors, quand je vous dis qu'on a entendu ce mantra au début de chaque épisode, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, pas pour tout le monde, surtout à l'époque de la première diffusion de la série. Rappelez-vous de la façon dont la série a été diffusée pour la toute première fois. Comme les Anglais avaient financé une partie de la saison 1, la série était diffusée au Royaume-Uni entre 1 et 3 mois avant les États-Unis. Et ce générique, à l'origine, était uniquement réservé à la diffusion anglaise de la série. Parce que pour les États-Unis, on a demandé à Bear McCreary de retravailler ce générique. Alors lui aussi, il a proposé plusieurs versions et voilà celle sans le mantra qui a été retenue et qui a donc fait office de générique pour la diffusion américaine. Avouez qu'il manque un truc, non? Alors le segment qui remplace le mantra est en fait une version retravaillée d'un autre morceau qu'on peut entendre dans la série puisqu'il s'agit d'un léger dérivé de la musique qu'on peut entendre lors des funérailles de Zach Adama dans l'épisode 4, Confession. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais lorsque la saison 2 a démarré, c'est finalement le générique anglais
de Richard Gibbs qui a été gardé pour toutes les versions, donc y compris pour la diffusion américaine. Il est tout à fait possible que ce soit lié au piratage de la série, qui existait déjà, et au fait que les fans américains se plaignaient sur les forums que leur version du générique était moins bonne que celle diffusée au Royaume-Uni. Ou alors, peut-être que les producteurs ont fini par se rendre compte que le thème très solaire de Richard Gibbs était une meilleure entrée en matière pour la série que le thème funéraire retravaillé par Bear McCreary. En tout cas, ils ont fait le bon choix, puisque le générique anglais, qui est ensuite devenu le générique de toutes les versions, est entré dans l'histoire des génériques les plus marquants de l'histoire de la télévision. Une dernière chose à ce sujet, si vous avez la série en DVD ou en Blu-ray, vous aviez peut-être déjà constaté ce générique différent pour la saison 1, puis ce changement de générique entre la saison 1 et la saison 2, puisque pour ces éditions au format physique, ce sont les génériques de la diffusion américaine qui ont été gardés. Mais je ne sais pas si vous en souvenez, lorsque la série avait été disponible sur Amazon Prime Video pendant 2 ans en France, j'avais été surpris de constater que le générique de la saison 1 n'était pas le même que sur les DVD et les Blu-ray, puisque pour cette version en streaming, c'était le générique anglais, donc celui qui est le plus connu, qui ouvrait les épisodes de la saison 1, contrairement aux DVD et aux Blu-ray. Bon, voilà, c'est tout, ça n'a pas d'incidence sur la série en elle-même, mais j'avais juste été surpris que ce soit différent des versions que je possède sur disque. Mais revenons à Bear McCreary et avouez que le parcours du jeune musicien de 24 ans dont c'est la première expérience professionnelle est assez hallucinant en seulement quelques mois. Mais malgré la confiance dont il bénéficie, il y a une partie de l'histoire qui est moins connue et qui a fait que Bear McCreary a dû se mettre la pression à chaque épisode pour proposer de la musique de qualité. Parce que oui, ça va probablement vous surprendre, mais le contrat de Bear McCreary était renouvelé au coup par coup. La plupart du temps pour 2 épisodes, puis ensuite pour les 2 suivants, et ainsi de suite. D'ailleurs, à l'origine, quand Bear McCreary a travaillé seul sur l'épisode 1 de la saison 1 de la série, c'était, en théorie, juste pendant le temps que les producteurs trouvent un vrai compositeur pour travailler sur le reste de la série. En gros, ça signifie que chaque épisode pouvait potentiellement être le dernier sur lequel Bear travaillait avant que la production ne recrute un compositeur plus chevronné pour le suivant. Avouez que ça aide à trouver la motivation pour bien faire son travail, puisque chaque épisode pouvait quasiment être considéré comme une audition pour le jeune compositeur qui cherchait à faire ses preuves. Ça vous surprend ? Attendez, vous savez pas encore le plus fou dans cette histoire ? Le contrat de Bear McCreary a été renouvelé au coup par coup de cette manière, non pas jusqu'à la fin de la saison 1, mais jusqu'à la fin de la série complète. Bear McCreary a travaillé de cette manière avec ses contrats précaires et cette peur d'être remplacé du jour au lendemain jusqu'en 2009, soit pendant les 5 années qu'ont duré la production de la série. C'est fou, non ? Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que Bear est conscient que ça n'arrive absolument jamais, qu'on laisse un jeune homme comme lui s'occuper de la musique d'une série aussi prestigieuse. À la base, il considérait déjà ça comme un miracle qu'on le laisse s'occuper seul de la musique de l'épisode 1. Il se disait que si ça s'arrêtait là, ce serait déjà une expérience incroyable. Et puis finalement, d'épisode en épisode, il s'est occupé comme ça de la musique, de la série tout entière, des 4 saisons. Et même encore aujourd'hui, il voit ça comme quelque chose de quasi miraculeux. Il se souvient encore de la réunion qui a suivi la fin de son travail sur l'épisode 1. On lui a dit « Est-ce que tu peux revenir pour les épisodes 4 et 5 ?» Ah, il n'en revenait pas. Il a évidemment accepté. Et puis, après qu'il ait travaillé sur les épisodes 4 et 5, on lui a dit « Est-ce que ça te dirait de t'occuper des épisodes 6 et 7 ?» Et ainsi de suite. Mais pendant 5 ans, personne ne lui a jamais dit « C'est bon, c'est toi, tu es le compositeur attitré de Battlestar Galactica. » Jamais pendant toute la série. Et sans vouloir diminuer son talent, même à l'époque, et sans remettre en question ses études réussies et le fait qu'il ait eu la chance d'étudier aux côtés d'une légende comme Elmer Bernstein, il est le premier à reconnaître qu'il a eu une chance monstrueuse de se trouver au bon endroit, au bon moment. Ce n'est qu'au début de la saison 4 qu'il a commencé à se dire que finalement, la production n'allait peut-être jamais embaucher personne d'autre et que c'était lui le compositeur principal de Battlestar Galactica. Je parle du début de la saison 4, c'est fou. Et ce qui rendait l'expérience encore plus improbable pour lui, c'est que les musiciens qu'il utilisait au début, notamment celui qui s'occupait des percussions taiko, c'était quelqu'un avec qui il avait déjà travaillé sur des films d'étudiants.
La plus grosse différence, c'est que pour Battlestar Galactica, il y avait un budget pour la musique, donc il avait la possibilité de payer ses amis musiciens, contrairement aux projets amateurs sur lesquels ils avaient bossé avant. On s'en rend pas forcément bien compte, donc je vais le redire plus clairement. L'épisode 1 de la saison 1 était le premier contrat de compositeur de Bear McCreary. C'était sa première véritable expérience professionnelle en solo. Et au fait, n'oublions pas de prendre un instant pour parler de la méthode de travail de Bear McCreary pour les épisodes de Battlestar Galactica. En gros, on lui fournit évidemment le script en avance et ça lui permet de se faire une idée de ce qu'on attend de lui. Mais il explique que ce n'est pas forcément une bonne chose de commencer à travailler à partir du script, parce qu'il s'imagine déjà les scènes, mais pas forcément de la manière dont elles seront vraiment filmées et jouées par les acteurs. Donc il préfère travailler à partir des montages préliminaires des épisodes, car ça lui permet d'avoir comme base la vraie mise en scène et le vrai jeu des acteurs, et donc le vrai rythme de la scène. Donc la plupart du temps, il refuse même de lire les scripts afin de rester frais jusqu'au moment où il découvre le premier montage de l'épisode. Bear McCreary n'a pas composé que la musique de la série, puisqu'il est également l'auteur des musiques des téléfilms Razor et The Plan, sans oublier les spin-offs Caprica et Blood and Chrome. Ça paraît évident, mais je préférais le préciser quand même. Et après Battlestar Galactica, Bear McCreary a travaillé sur de nombreux autres projets pour la télévision, le cinéma, mais aussi les jeux vidéo. Et il y a au moins un thème musical composé par Bear McCreary qui est encore plus célèbre que la musique qu'il a composée pour Battlestar Galactica. Et la plupart d'entre vous l'ont certainement déjà entendu des tas de fois, peut-être même sans savoir que c'était le même compositeur que pour Battlestar Galactica. Écoutez. Ben ouais, le générique de The Walking Dead depuis 2010, c'est une composition de Bear McCreary. Et avant ça, en même temps que les dernières saisons de Battlestar Galactica, il avait aussi composé la musique de la série Terminator, The Sarah Connor Chronicles, que j'aime énormément, soit dit en passant. Ensuite, Bear McCreary a travaillé sur beaucoup d'autres choses. Donc voici une petite sélection des titres où on entend sa musique. Les séries Eureka, Constantine, Defiance, les films 10 Cloverfield Lane et The Cloverfield Paradox, un épisode de la série Black Mirror, les séries Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. et Black Sails, le reboot du jeu vidéo God of War de 2018 et sa suite Ragnarok, le film Godzilla 2, le roi des monstres. D'ailleurs, j'adore sa réinterprétation du thème original de Godzilla de 1954 avec des percussions taiko qui sont tout à fait à leur place. La saison 1 de la série Snowpiercer, le jeu vidéo Call of Duty Vanguard, le reboot de Musclor sur Netflix, donc le dessin animé Les Maîtres de l'Univers Révélation, la série Outlander de Ronald D. Moore évidemment, la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, la série Foundation sur Apple TV+, et tout récemment la série Percy Jackson et les Olympiens. Et pour être complet, signalons aussi que Bear McCreary a sorti en mai 2024 un concept album d'un projet sur lequel il a travaillé depuis de très nombreuses années, en gros depuis qu'il était ado et qu'il rêvait de faire de la musique. C'est un album coécrit par les frères Bear et Brendan McCreary qui mélange diverses influences musicales orchestrales avec de la musique métal. Brendan McCreary chante sur plusieurs morceaux, mais grâce à la renommée de Bear McCreary, qui est un fan de métal, il y a de nombreux autres invités prestigieux qui interviennent sur l'album, comme Serj Tankian, le chanteur de System of a Down, Slash, le guitariste des Guns N' Roses, Jens Kidman, le chanteur de Meshuggah, Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, le célèbre guitariste Joe Satriani, Scott Ian, le guitariste d'Anthrax, Kim Thayil, le guitariste de Soundgarden, Brandon Small, le créateur de la série
série animée Metalocalypse et du groupe de death metal fictionnel Deathclock. Ben Weinman, le guitariste de Dillinger Escape Plan, et le légendaire batteur de métal extrême Gene Hoglan. Et là, je n'ai même pas cité tout le monde car il y a aussi différents artistes de world music, des acteurs et actrices ayant joué dans des films de la saga du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, dans The Walking Dead ou dans la série Sons of Anarchy. Il y a aussi d'anciens musiciens du groupe Oingo Boingo et évidemment on peut entendre la femme de Bear McCreary, Raya Yarbrough, qui chante sur au moins un des morceaux de l'album. On sera amené à reparler de Raya Yarbrough puisqu'elle a posé sa voix sur plusieurs morceaux de la bande originale de Battlestar Galactica pour les saisons suivantes. Et je crois même que c'est comme ça que le couple s'est connu. Mais en attendant, je vous propose d'écouter un morceau extrait de ce concept album The Singularity de Bear McCreary. Il s'agit du morceau Incinerator avec la voix du chanteur de System of a Down.
Voilà qui conclut cet épisode musical. J'espère que ça vous a plu. À vous de me dire si vous souhaitez que je refasse des épisodes du même genre pour la musique des saisons suivantes. Il y aura beaucoup moins de choses à raconter, mais peut-être que certains morceaux mériteront quand même qu'on s'attarde un peu dessus. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Historica dans lequel je vous raconterai ce qui s'est passé dans les coulisses de la production entre les saisons 1 et 2, car il y a eu quelques petits changements. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur X ou Blue Sky, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Dravenardrock qui s'écrit Dravenardrock. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Ciao. By your command.